Je vais parler de, alors soit selon la version single page app ou several page app, comme vous préférez. Et plus particulièrement, je vais en parler avec elle. Donc le titre est nul, mais bon, j'espère que la présentation sera mieux. Donc qui je suis? On m'a déjà présenté, mais donc Vincent Billet, avec le surnom Fen. Je travaille à Fewlines, comme le monsieur qui vous a introduit le meetup. Et je suis développeur front-end de métier. C'est-à-dire que je fais un petit peu d'autres choses. En ce moment, je me casse les dents sur du back-end. Et de temps en temps, je suis prof de JavaScript. Voilà. Et ouais. Donc, pour ce talk, alors ça intéressera plus les gens qui verront la vidéo après coup. Du coup, ça apparaîtra là-bas pour ceux qui seront dans le futur vidéo. C'est un talk qui est basé sur le talk sur Elixir qui a été présenté par un autre Thomas que celui que vous avez vu, qui donc s'appelle Odot et qui est une appli Elixir pour faire une to-do application. Donc c'est pas fantasmagorique, mais ça permet de voir pas mal de choses et c'est toujours pratique. Donc je vais vous parler de deux choses dans ce talk-là. Je vais vous parler donc comment on fait pour gérer du JSON en Helm, parce que c'est un truc qui est toujours un petit peu compliqué puisque Helm est statiquement typé, donc il faut typer son JSON, ça peut créer quelques petits soucis. Et ensuite, je vous montrerai un exemple pour scaler une application Helm. Alors c'est beaucoup dire, mais en gros je vais vous montrer une façon de découpler son code de façon à scaler son application un peu plus facilement. Et donc ce sera en live code, donc j'espère que tout se passera bien. Donc tout d'abord, pour se rafraîchir un petit peu l'esprit à propos donc, de Odot, puisque vous n'avez pas forcément vu le talk, et Helm, donc vous pouvez retrouver après tout le code que je vais vous montrer sur cette URL-là. Donc Odot, c'est principalement une API qui, évidemment, donc, en lançant le serveur, ça ira mieux. Donc qui permet d'obtenir des to-do. Donc plus précisément, d'obtenir des listes de tasks. Donc là, ce que vous voyez ici, si j'arrive à vous le montrer, voilà. Donc là, je vais taper sur localhost 4000, sur un endpoint qui s'appelle lists, et sur le nom lilfp. Donc lilfp, c'est le nom de ma to-do. Ça sera intéressant un petit peu plus tard. C'est ce que ça permettra d'en créer d'autres avec un nom arbitraire. Et donc là, ce que vous pouvez voir au niveau du résultat, si je le mets en JSON, j'obtiens une liste qui pour le moment est vide, qui contiendra mes tasks. Et donc, les deux endpoints qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc, là, je vais faire la même chose mais en post, donc c'est la même URL, mais je vais poster une tâche dont le nom est de faire un talk. Donc globalement, ce qui se passe maintenant. Et donc là, j'obtiens non plus une liste vide, mais une liste qui contient une to-do avec donc le nom do talk. Donc ça, c'est la base, c'est sur quoi on va partir pour avoir quelque chose. Pour ce qui est du code, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la version la plus simple. Voilà. Donc pour les gens qui n'ont jamais fait de Helm, ça c'est une application qui est fournie par Helm qui s'appelle Helm Reactor, qui permet de travailler en local et d'avoir un mini-serveur pour nos fichiers Helm. Donc là, ce que je vais commencer par vous montrer, c'est dans mon répertoire monofile, un main.helm, donc il fait le build. Et donc, j'ai bien ma to-do, ma task do a talk. Je vous... Ah, tiens. Explain Helm, c'est ma prochaine tâche. Petite précision, effectivement, vous avez peut-être vu dans ce truc-là,
là il y a un élément done, et c'est pas une to-do qui va être utilisée à la fin, on ne va pas trop s'en servir. Je vais préciser. C'est pour ça que pour l'instant, c'est juste une liste, on peut ajouter des éléments, et ce sera tout. Le principe, c'est d'avoir une lecture, une écriture, et on s'arrêtera là. C'est didactique, c'est pareil. Voilà, donc pour obtenir cette application, donc avec ce titre, une liste et un champ qui permet d'ajouter des tasks, voici le code. Donc, je ne sais pas si combien de personnes ont déjà vu un petit peu de Helm ou alors, ouais, combien de personnes on a déjà fait un petit peu. Ok, un gros tiers, on va dire. Donc, pour présenter vite fait Helm, c'est un langage fonctionnel statiquement typé qui compile vers JavaScript et qui permet de faire des applications front-end avec un code inspiré principalement de Haskell et un petit peu de OCaml. Donc là, le principe, c'est que j'ai un module main, c'est ce qui est présenté ici. J'importe les trucs dont je vais avoir besoin. Donc import, donc là c'est un nom de module. Exposing, ça permet d'exposer des fonctions pour s'en servir après un peu plus rapidement. Donc là, globalement, tout ça, c'est ce qui va me servir pour faire mon HTML. HTTP, ça va me permettre de faire une requête. Et JSON, décode et encode, c'est ce dont on va parler un petit peu plus dans les slides après. Le principe, c'est que le point d'entrée de mon application, c'est la fonction main, et c'est un programme HTML. C'est un programme HTML qui est basé sur 4 fonctions, dont une dont on ne va pas servir, dont je ne vais pas parler, mais une fonction d'initialisation, une fonction d'update et une vue. Je vais montrer directement la vue pour se rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la vue, c'est une fonction qui dépend juste d'un modèle et qui rend donc un div dans lequel il y a le H1 que vous avez vu, une liste, toutes les tasks qui sont affichées sous forme de LI, et ensuite notre formulaire pour ajouter une to-do. Je ne vais pas rentrer en détail sur les types, c'est pas le sujet. Ce qui est important par contre, c'est de voir ces events-là, onSubmit et onInput, qui vont alimenter le state ou le modèle de notre application. Je vais poser une autre question. Parmi les gens qui n'ont pas fait de Helm, combien ont fait du React? Ouais. Ça ne va pas être très utile pour les exemples, mais ok. Donc voilà, donc ça c'est la vue. C'est une représentation de ce à quoi notre application doit ressembler en fonction de notre modèle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer notre modèle, donc on va changer le state de notre application, on va recréer notre vue, enfin on va réappeler cette fonction-là avec le nouvel état de notre application. Ça va nous générer un arbre de données HTML et ça va mettre à jour notre page pour correspondre. Donc pour ceux qui ont fait du React, c'est la même idée. Pour les autres, j'espère que ça vous ira. Donc le principe, donc je vous ai dit, une fonction d'init, une fonction d'update, une vue. Donc la vue, on a vu. Les subscriptions, pour ceux qui sont curieux, c'est juste un moyen d'avoir des événements comme les mouvements de la souris. On peut s'abonner à ce genre d'événements continu. La fonction d'init, c'est celle qui va créer notre état initial. Donc là, on voit que notre modèle, donc encore une fois, statiquement typé pour le langage, donc notre modèle, c'est un type. Donc ici, c'est un type record, qui est globalement un objet, qui contient les entrées to-do list et new to-do. To-do list, c'est une liste de to-do. New to-do, ce sera juste une string. Ça correspondra à ce qu'il y a dans notre champ et qui va créer une nouvelle tâche. Et to-do, c'est un type aussi, qui va être juste un objet qui contient un ID, un booléen et un nom. Donc globalement, ça va correspondre à ce qu'on a vu dans ce que notre API nous renvoie en JSON. Les messages, c'est un type aussi qui va lister les choses que notre application peut faire. Donc là, typiquement, ce qui va changer l'état de mon application, ce sera add to do. Update, c'est quand j'ai des mises à jour, enfin quand je reçois des infos de mon API. Et new to do, qui va servir à mettre à jour mon champ, mon input. Et ma fonction d'update,
elle n'est pas forcément très très compliquée. Elle prend donc un de ces messages-là, l'état courant de mon application, et en fonction du message, elle va renvoyer un nouvel état de mon application. C'est pas forcément très important si vous comprenez pas bien toute la syntaxe. C'est juste que là, globalement, c'est pour chaque type de message, la add to do, update quand tout se passe bien, update quand il y a une erreur, et new to do. Oui. Dans le type, on voit que la fonction elle fait message modèle et qu'elle renvoie un tuple modèle commande message. C'est quoi commande message? Ouais, j'y venais. En gros, notre application, elle va être représentée à tout instant par un modèle, donc l'état de notre application, et un cycle d'update peut aussi envoyer un effet de bord. Typiquement, là, ce qu'on va voir dans les commandes, c'est à chaque fois un appel HTTP. Donc, un appel HTTP sera transformé en une commande. Le runtime de Helm va exécuter cet effet-là. Cette commande, elle va être associée à un message, c'est pour ça le CMD MSG. Et quand la commande va être terminée, elle va appeler une nouvelle fois la fonction d'update avec le message en question. Et du coup, donc, typiquement, ça c'est pour mettre à jour un champ de notre modèle. Donc là, on a notre modèle, on met à jour new to do à string vide. Quand on va recevoir une liste de to do, on va mettre à jour notre liste de to do. cmd.none, c'est quand on ne va pas faire de commande. Voilà. Et là, dans ce cas-là, on va faire une commande réellement. On va ajouter une to do en lui passant son nom. Enfin, son nom. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas montré effectivement, au début à l'init, on va créer un modèle vide, c'est-à-dire une to-do list vide, une new to-do vide, main string, et on va lui dire fetch to-do list. Donc en gros, c'est là qu'on va déclencher notre appel HTTP pour récupérer nos données. Et globalement, fetch to-do list et add to-do, c'est ces deux fonctions ici. Donc le module HTTP permet de faire un get ou un post. On lui passe une URL. Là, vous voyez que j'ai hardcodé l'ILFP. Pareil, on en reparlera un peu plus tard. Je vais lui passer un décodeur. Donc c'est de ça dont on va parler. Un décodeur pour décoder le JSON qu'on a récupéré, pour le transformer en quelque chose d'utilisable par Helm. Et après, on va transformer ça en une commande. Donc http.send transforme une task en une commande. C'est pas très important, mais pour ceux qui savent, c'est utile. Et on va lui passer le message qui va être envoyé à notre fonction d'update une fois que notre appel HTTP se termine. La différence entre le get et le post, c'est que pour le add to do, on va lui passer un name et on va encoder notre name dans du JSON pour l'envoyer à notre API. Et du coup, je vais vous remontrer à quoi ressemble notre donnée. Donc ça, c'est quand on fait un ajout. Je ne vous ai pas montré, mais si je refais le get ici, j'ai bien les données qui apparaissent. Do a talk, explain Helm. Voilà. On va dire que c'est fait. Et donc voilà. Donc je reviens à notre histoire de décoder du JSON. Donc ça, c'est ce qu'on a en entrée de notre application Helm. Donc c'est ce que nous renvoie notre API. Donc un objet, une liste, un tableau avec des tasks. Là, j'ai simplifié, j'ai pas mis to do. J'y reviendrai après. Et donc, on a bien donc un name, un string. Et on va simplifier pour l'instant. On va se séparer de ce list et de cet array. On va se concentrer que sur ce qu'on devrait faire si notre API nous renvoyait juste un objet qui est un objet, une tâche. Donc là, juste un objet avec name et ID. Et ça ressemble pas mal à notre déclaration de type. Et ça tombe bien parce que c'est globalement ce qu'on veut à la fin. Donc j'ai juste simplifié ici. Donc to do, c'est un ID et une name. Donc pour correspondre à cet exemple-là. Et donc la première question, c'est comment on peut récupérer un champ dans du JSON en Helm. Donc là, j'ai fait une fonction getID qui a pour type d'être un décodeur de string.
Donc ce string-là, ce sera notre ID à la fin. Et donc on va appeler la fonction field, qui prend en paramètre le nom du champ qu'il va aller chercher dans JSON, donc ici ID, et ensuite le type du champ qu'on veut récupérer. Donc ici, on veut récupérer un champ d'un objet JSON de type string, et on va obtenir, en théorie, un décodeur de string qui va nous permettre ensuite de récupérer notre ID. Donc ça se passe comme ça avec un exemple en local. Donc c'est pas comme ça que ça se... Enfin, c'est pas la bonne fonction, mais c'est une fonction qui permet de tester nos décodeurs. Donc décode string qui prend en paramètre un décodeur et une string. Donc là, typiquement, un objet JSON avec un ID. Decode string nous envoie un résultat, en gros, nous envoie OK quand ça s'est bien passé, error quand ça s'est pas bien passé. Donc là, dans l'idée, ça s'est bien passé, on a bien notre OK avec notre ID qui est envoyé. Par contre, ce que j'ai mis ici, c'est que ça permet de décoder un champ. Autrement dit, si j'utilise ce même décode string, ce même décodeur d'ID sur, donc les triples égales, c'est juste pour avoir une chaîne de caractères multiligne. Là, ce que j'envoie, c'est du JSON qui contient à la fois le name, à la fois l'ID. Ce que j'ai à la fin de ça, c'est juste un ID. Donc c'est pratique pour décoder un champ. Bon, là, on va en décoder au moins deux. Du coup, il va falloir faire quelque chose pour ça. Donc, si on a besoin de deux champs, on pense à map. Globalement, map va nous aider, mais si on utilise juste map, donc JSON.decode nous fournit un map, on ne va pas récupérer plusieurs champs. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'à partir d'un décodeur de string, on peut par exemple lui passer une fonction. Donc ici string.length. String.length qui prend une string en entrée qui nous renvoie un int en sortie. Et du coup, on va avoir à partir d'un décodeur de string, un décodeur de int. Donc map, ça permet de transformer un décodeur, de transformer son type. Donc c'est pas ce qu'on veut. C'est pratique, ça peut être utile, mais c'est pas ce qu'on veut là dans les médias. Ce qu'on veut, c'est un moyen de transformer deux décodeurs en un seul décodeur. En gros, à partir de deux décodeurs de champs, on veut obtenir un décodeur de to-do. Et du coup, c'est un petit peu bizarre comme appellation, mais on a map2. Donc là, je vous ai juste mis getID et getName, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai juste viré un petit peu les imports, j'ai simplifié. Mais en gros, avec un décodeur de string et un décodeur de string qui vont récupérer le ID et le name, on peut créer un décodeur de to-do qui va prendre donc en paramètre, donc qui s'appelle map2, qui va prendre en paramètre une fonction qui va transformer les valeurs de notre décodeur en un nouvel élément. Donc ici, à partir de notre ID et de notre name, on va créer un record qui contient notre ID et notre name, qui est le type de notre to-do. Et du coup, donc, ce que je disais, map2 prend une fonction, un décodeur et un deuxième décodeur. À partir de ces deux choses-là, on obtient un seul décodeur, un décodeur qui à la fin nous renvoie quelque chose qui est un to-do. Oui. Tu peux aller jusqu'à combien du coup? Alors, j'y reviens un petit peu, tu peux aller jusqu'à 8, mais il y a une solution pour aller plus loin qui est un petit peu plus élégante. Donc ouais, il y a map2, map3, map4, jusqu'à map8, si on veut. Ceci dit, le truc qui est important à repérer, c'est que cette fonction-là, alors encore une fois, petit point de syntaxe, l'anti-slash, c'est pour déclarer une fonction anonyme. En gros, c'est juste qu'on ne lui donne pas de nom, elle prend directement ses paramètres, et après la flèche, c'est l'exécution de notre fonction. Donc cette fonction qui prend un ID, qui prend un name et qui renvoie un objet avec ID et name, en fait, il y a un raccourci en Helm pour la réaliser plus rapidement, et ce raccourci, c'est le type en question. En gros, notre type alias to-do, c'est également, enfin, quand on définit un type alias to-do, on définit aussi un constructeur de record. Autrement dit, le type, quand on l'utilise directement, ça nous donne une fonction qui prend string, to-do. Donc en gros, qui à partir de deux strings, va nous renvoyer un to-do. Ce qui est exactement ce qu'on a au-dessus, et ça nous permet d'aller plus vite. Autrement dit, on peut écrire, plutôt que d'avoir une fonction anonyme un petit peu dégueulasse,
on peut faire notre map2, directement lui passer to-do, lui passer ensuite nos 2 décodeurs de champ, et là, à la fin, on obtiendra notre to-do. Et donc, pour donner un exemple, je vous avais dit, le type alias to-do, il contient done, qui est un booléen. Et bien, il y a map3. Il suffit de rajouter un champ, done, et au lieu du passer string comme type, on lui passe bool. Ce qui est pratique, mais bon, si on a plus de champs que 8, ça va vite devenir gênant. Pour ça, alors pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de Helm, le nom NoReading va revenir à peu près tout le temps. C'est l'entreprise qui a embauché le créateur du langage et qui fait pas mal de choses. Et ils ont notamment fait une bibliothèque qui s'appelle Helm Decode Pipeline, qui est citée dans la documentation de JSON.decode, qui explique que quand vous avez besoin de plus de champs que 8, allez voir cette librairie-là, vous aurez plus de puissance, mais vous aurez des messages d'erreur un petit peu moins pertinents. Et ça se présente sous cette forme-là, donc JSON-decode.pipeline, qui nous donne une fonction notamment required, qui indique que le champ qu'on va récupérer doit être présent dans notre JSON. Il existe aussi une fonction optional qui permet de lui passer c'est la même syntaxe, la seule chose qu'on va lui passer en plus, c'est une valeur par défaut. Et donc, là, on a à peu près la même chose qu'on avait tout à l'heure. On a un décode de notre to-do, et c'est juste que par contre, on va pouvoir piper autant de champs qu'on veut pour avoir notre décodeur à la fin. Donc là, on va require notre ID avec le type string, done avec notre type bool, name avec notre string, etc. etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va décoder du JSON. Mais, rappelez-vous, on a simplifié les choses. Là, je vous ai montré juste un to-do décodeur, sauf que tout à l'heure, ce qu'on avait, c'était un objet qui contenait list et qui contenait un array, en tout cas une liste de tasks. Donc une liste d'objets de type to-do. Et bien pour ça, en fait, c'est assez simple. On va créer un nouveau décodeur, mais un décodeur qui lui qui va décoder une liste de to-do. Donc le type de ce décodeur, ce sera liste to-do. Et c'est juste un field, list, auquel on passe un décodeur, donc le décodeur de type list, qui va utiliser le to-do décodeur qu'on a défini précédemment. Pour, en gros, il va parser et à chaque entrée de la liste, il va appliquer notre to-do décodeur et à la fin, on aura un objet qui sera une liste de to-do. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Non? Ben dans ce cas-là, parfait. On va se rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que ça le fait? Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais commencer donc par préciser un truc. Là, je vous ai présenté le to-do décodeur qu'il y a réellement dans mon application. Je suis resté sur le map 3 pour simplifier, mais j'aurais pu utiliser le decode pipeline, ça ne changerait pas grand-chose. Là, c'est exactement le to-do list décodeur que je vous ai montré. Et j'ai juste précisé, le to-do encodeur, il prend un nom en entrée, et il va juste ressortir un type json.encode.value. C'est juste une fonction object qui prend une liste de tuples. Donc un tuple, c'est juste un type à n entrées, mais ce n est réduit. C'est pas que ce n est réduit. La liste des choses qu'il prend en paramètre n'a pas de nom, contrairement à un record. Donc là, globalement, on va lui dire, on a le champ name, on va utiliser un encode.string, on va lui passer la valeur de ce qu'on veut encoder, et on obtient un objet qui contient donc name et notre valeur. Donc ça devient du JSON en sortie. Ça nous permet, donc dans le head to do que je vous ai montré tout à l'heure, on passe à un to do encodeur, on passe le nom qu'on veut envoyer, on le convertit avec http.jsonbody parce qu'on veut envoyer du JSON, parce que c'est ce qu'attend notre API. On lui passe notre décodeur, puisque ce que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré dans Postman, quand j'envoie
une nouvelle task, l'API me renvoie la liste de toutes les tâches avec la nouvelle. Autrement dit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va ajouter une tâche, on va l'envoyer et récupérer la nouvelle liste de tâches. Ce qui nous permet d'avoir dès qu'on envoie, je peux vous le montrer à ce niveau-là. Je sais pas moi, show network. On a bien notre post qui a été fait ici. Mon payload, c'est mon objet avec name show network. Et ma réponse, c'est une nouvelle liste avec mes 4 éléments. Et du coup, je le mets à jour directement là-dedans. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est que dans mon repo, alors je ne vais pas vous montrer ça tout de suite, dans mon endroit là, monofile, je vais créer un fichier todo.elm, évidemment, .elm. Donc je vais faire un module todo qui va pour l'instant exposer tout, mais on va voir après comment on va pouvoir simplifier. Alors, donc effectivement, aïe. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir extraire le plus de choses possible. Puisque là, notre main, il contient notre fonction main, notre type alias todo, notre type alias model, notre message, la fonction d'init, la fonction d'update, la view, et après, plein de choses qui concernent globalement que les to-do. Donc, tout ce qui va concerner les to-do, donc déjà fetch, add et les encodeurs, je vais tout transférer dans mon module todo. Alors là, forcément, Eagle, puisque j'ai besoin des imports dans mon fichier, sinon il ne sait pas quoi faire. Donc je vais importer le HTTP, je vais importer le JSON et le décode. Et donc là, le problème qu'il a, et on va y revenir, c'est que update, il ne sait pas ce que c'est. Parce que update est défini dans l'autre fichier. MSG, il ne sait pas ce que c'est non plus, c'est défini dans l'autre fichier. Ce qu'on peut faire pour simplifier au début, on va pas lui donner un type défini. MSG, c'est vraiment un type qu'on a déclaré nous-mêmes. Si on utilise des minuscules, alors c'est un type qui doit être consistant, mais qui peut être n'importe quoi. Pour ceux qui ont déjà fait quelque chose comme du Haskell ou du OCaml ou quelque chose, je pourrais l'appeler A, ça ferait pareil. Bon, et pour ceux qui ont fait des langages bizarres, je pourrais mettre un truc là-dedans. On n'a toujours pas cependant notre message qui est disponible. Ouais. Tu peux mettre des contraintes sur ce type générique? Non. Alors, pardon, la question c'est qu'est-ce que je peux mettre des contraintes sur ce type générique-là? Non. Globalement, il n'y a pas de type class en Helm. Enfin, presque. Il y en a 2 qu'on ne peut pas modifier. Globalement, il y a number qui peut être soit int, soit float. Et il y a horde qui peut être que les types définis déjà dans le langage. Enfin, en tout cas en JavaScript. En gros, une string, un int, un float, une list et... Les tubes peuvent construire toutes ces choses-là. Ouais. En gros, les types de base. C'est les 2 seuls type class qui existent. Tu ne peux pas exprimer le fait que ça doit être tel type. Non. Tu peux pas exprimer le fait que... Là, tout de suite, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un truc. Je pouvais, dans mon main, et en gros, si je voulais encore extraire un peu et importer mon type dans les 2 fichiers, je pourrais utiliser MSG, auquel cas, ce serait forcément ce type-là MSG. Donc, ce que j'ai montré là, ce serait forcément un de ces trucs-là. Tant que je suis là, le type alias todo, c'est intéressant, mais dans todo. Donc hop, je vais le bouger là aussi. Est-ce qu'il me reste des trucs? Globalement, ma fonction d'update, ma view, là je suis à peu près bien.
mon main, il contient les imports de HTML qui serviront à faire ma view. Il contient ensuite tout ce qui est nécessaire pour mon programme. Autrement dit, ma fonction d'init, ma fonction d'update, ma view, le type de mon modèle et le type de mes messages. Il a besoin que de ça. Le problème qu'on a, c'est que là, on a toujours des erreurs. Globalement, si je voulais faire ça, là, il y a deux problèmes. Il y a un problème pour l'instant. Il ne peut pas trouver mon type to-do et j'ai défini dans mon modèle que j'avais une liste de to-do. Du coup, je vais importer mon to-do et je vais exposer to-do. Du coup, je devrais avoir des nouvelles erreurs, puisqu'il s'est arrêté à la première erreur, mais là, il essaye de m'aider. Donc, dans mon fichier to-do, il ne trouve pas update. Et ce que je vais vous proposer comme moyen le plus simple pour l'instant, c'est que mon fetch to-do list, c'est une fonction qui va faire un appel HTTP et qui, à la fin, va appeler un message. Ce que je peux donc faire, c'est passer ce message à fetch to-do list. Donc au lieu d'avoir update directement, je vais avoir un paramètre. Donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire de contrainte sur ce type. Il reste que message là, ça doit être le même. Ça reste une contrainte. Et puis je vais faire la même chose pour add to do. Je vais le transformer. Et add to do, je vais lui passer update. Tu n'as pas besoin de mettre à jour le type de ta fonction add to do. Je ne l'ai pas fait? Si. Tout à fait. J'ai besoin de mettre à jour le type de add to do. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui. Alors, pour le coup, ce que je lui passe ici, c'est pas juste un message, c'est ce qui m'engueule ici. Send s'attend pas à avoir juste un MSG, il s'attend à avoir quelque chose qui va me renvoyer un résultat. Puisque ce que j'ai défini ici pour update, c'est pas juste update, c'est un résultat qui peut être soit une erreur HTTP, soit une liste de to-do. Et du coup, alors il est assez gentil. Là, en gros, ce que je voudrais, c'est avoir un résultat HTTP error, quelque chose vers MSG. Là, j'ai MSG. Du coup, ce que je veux, c'est un résultat de http.error de liste to do, c'est pas un A, vers un MSG. Et là, ça lui va mieux. C'est un petit peu bizarre au début de faire ça comme ça, mais ce que vous avez pu voir, c'est que j'ai pas eu besoin de le faire réellement de tête. J'ai regardé ce que m'a dit le compilateur, et j'ai repris, j'ai juste changé le A en liste to do, parce que je sais un petit peu mieux que lui ce que moi je veux. J'ai le même problème ici, et donc en fait, mon type, là c'est la même chose. Et ça, encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors ça rejoint un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est probablement pas tout à fait ça, mais ce type to do là crée une fonction qui a un constructeur de record. Ce type MSG là dans update me crée également un constructeur. Donc update, c'est vraiment quelque chose qui, à partir d'un résultat, va me donner un message. C'est la même idée. Et à partir de là, si tout se passe bien, j'ai d'autres erreurs. Voilà, bon, ça c'est normal. Fetch to do list, il n'est pas défini dans mon module. Il n'est pas défini dans mon module, mais je peux le préfixer de to do. Ouais. Alors, j'utilise quand même dans mon main, j'utilise quand même le type http.error, donc je dois l'importer. Et donc là, cette fois-ci, j'ai bien mon code qui fonctionne, j'ai ma to-do, et
je peux rajouter des choses et bien obtenir quelque chose. Et ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai vraiment découplé to-do et main. Et c'est à peu près l'idée de la communauté en Helm, qui est de dire qu'on peut faire grossir un fichier jusqu'à ce qu'on puisse extraire quelque chose de significatif dans un module à part. Ici, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir d'un fichier main qui contenait toute mon application, j'ai repéré qu'il y avait pas mal de choses qui avaient rapport uniquement au to-do, qui pouvaient être exportées. Et le pire, c'est que là, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai fait un module to-do exposing ... donc tout, j'expose toutes mes fonctions, alors qu'en vrai, les seules choses que j'ai besoin d'exposer, c'est to-do, fetch to-do list et add to-do. Et là, je me retrouve qu'à un module qui ne peut faire que le strict nécessaire. J'ai besoin du type to-do, j'ai pas besoin de préciser ce qu'il y a dedans, j'ai besoin de ma fonction fetch to-do list, j'ai besoin de ma fonction add to-do. Par contre, mes décodeurs et encodeurs, ils sont spécifiques à ce que fait mon to-do. Dans mon main, j'ai absolument pas besoin de le savoir. Et à partir de là, je peux commencer à faire des choses un peu plus intéressantes. Une question. Ouais. Tu peux empêcher l'utilisateur d'utiliser des fonctions qui sont définies dans un module, typiquement private, Ouais. Alors en gros, est-ce que je peux empêcher l'utilisateur d'utiliser certaines fonctions, d'avoir des fonctions private? Ouais, pour dire que c'est des fonctions... Ouais. Alors en réalité, c'est plus simple que ça. La seule chose que je peux utiliser, c'est ce qui est exposé dans mon module. Okay. Tout le reste est private par défaut. Ce qui permet donc de savoir ce qu'expose un module en regardant sa toute première ligne. Alors, sa toute première ligne, ou si jamais on veut utiliser le formateur Helm, c'est X, première ligne, mais en tout cas la première instruction. Donc là, pour ceux qui voudront après, c'est ce qu'il y a sur le repo GitHub dans le dossier 02 decoupled. Donc là, j'ai refait la même chose. Ce que je vais faire, cette fois-ci, je ne vais pas vous le faire en live code, je vais juste vous le montrer et l'expliquer parce que ce serait un peu plus long. J'ai fait une version entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, une version composant de ma to-do. En gros, là, j'ai récupéré un simple to-do. Je vais vous le montrer ici. Dans mes components, là, j'ai fait un simple to-do qui est très ressemblant. La seule chose, c'est qu'il ne va pas récupérer toutes les tâches que j'avais déjà écrites. Donc là, si j'en rajoute une, je vais laisser le test pour l'instant. Je vais expliquer après pourquoi ce sera intéressant. Ce simple to-do, il récupère to-do component. Alors, as to-do, parce qu'en fait, j'aurais pas voulu l'appeler to-do component, j'aurais voulu l'appeler to-do, mais j'ai fait tout ça dans le même système de fichiers, donc il y a des conflits de naming. Donc mes modules, il faut que je les nomme autrement. Et j'expose juste le type to-do et le type to-do state. En gros, ce que je vais faire, c'est que là, dans mon modèle, je ne vais pas stocker une liste de to-do, je vais stocker un state de mon composant to-do. Ce type est ce qu'on appelle opaque. Mon module simple to-do ne sait pas ce qu'il y a dans to-do state, mais il va pouvoir utiliser des fonctions de to-do pour faire des choses avec. Donc du coup, mon update, ça devient un HTTP error ou un to-do state. Mon init, ça va être un to-do.init. En gros, mon to-do state, c'est l'initialisation de mon to-do. Encore une fois, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. J'aurai juste toujours mon new to-do qui reste. Et je vais appeler mon to-do fetch to-do list avec mon to-do state et le message que je veux à la fin. Donc ça, c'est globalement la même fonction que ce que je vous ai montré tout à l'heure. La seule chose, c'est que comme je vais laisser au composant le soin de gérer son state, je vais lui passer son state courant, il va me renvoyer une nouvelle version de son state après coup. C'est ce qu'on voit ici. Mon update, je récupère un to-do state, je mets à jour mon to-do state, et comme vous avez pu voir dans le test que j'ai fait, j'ai bien des to-do qui s'affichent. Le to-do.add-to-do, c'est pareil, je lui passe son to-do state et update. Et ma liste, à partir de mon to-do state, je vais appeler la fonction getToDoList
encore une fois, ça va me renvoyer une liste, mais j'ai pas besoin de savoir comment. Et à partir de là, je vais faire juste un map et je vais afficher mes LI. Alors, là où c'est un peu plus intéressant, c'est que... Encore une question. Ouais. Là, dans tes exemples, tu n'as pas du tout fait de gestion d'erreur. Ouais, effectivement. C'est effectivement pour simplifier. En gros, la gestion d'erreur. Alors, Si tu as un appel HTTP qui fail, aujourd'hui, ouais, je suis obligé de le traiter. Donc, j'ai quand même fait la gestion d'erreur, ça ne crashera pas. La seule chose, c'est que si ça crache, je renvoie le modèle courant. Donc, s'il y a une erreur, je ne change rien. Et c'est dans ton réducteur, là, la gestion d'erreur. C'est, oui. Non. C'est dans ma fonction d'update, ouais, qui ressemble à un reducer. Ouais, c'est historiquement, c'est l'inverse, en gros. Redux est inspiré de cette architecture-là, pour ceux qui... Mais globalement, ouais. En fait, mon update, j'ai deux cas. J'ai le cas où j'ai un OK, donc tout s'est bien passé. J'ai le cas où j'ai une erreur. Il y a une erreur que j'ignore ici, que je pourrais traiter, mais il faudrait que mon modèle contienne des erreurs, que je puisse afficher les erreurs s'il y en a. Ce serait un petit peu plus complexe à présenter. Par contre, ce que je n'ai pas précisé, effectivement, mais si je vire le cas d'update error, j'ai une erreur. En gros, mon case, il ne compte pas toutes les branches de mon application. Là, il ne gère pas le cas de result.error. Du coup, je n'ai pas tenu compte des erreurs, mais je les ai gérées. À peu près. Du coup, oui. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir de mon to-do component ici, j'ai fait simple to-do. Alors j'ai fait multiple to-do, ça c'est pour avoir, c'est ce que je vais vous montrer dans le code, parce que c'est plus simple. J'ai juste fait une version avec MCSS, parce que c'est plus joli. Et j'ai repris un design de to-do qui peut me rappeler certaines choses à certains. Donc globalement, je vais rajouter un test ici. J'ai bien mon système qui fonctionne toujours, et ici vous voyez un default. Et ici un bouton add list que j'ai rajouté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma liste ILFP, ça switch dessus, et là je retrouve mes to-do, enfin mes tasks que j'ai définis tout à l'heure. Et ça donc, mon multiple component, mon multiple to-do, il utilise mon to-do component, il utilise les mêmes fonctions, mais par contre il en utilise un petit peu plus. Typiquement, j'ai un event, un message en plus qui est change list, qui prend une string. Donc là, dans mon cas, ma string c'était l'ILFP. J'ai une default list qui est la liste default, qui est celle que j'ai utilisée, qui contenait test et test 2. Et j'ai dans mon update, alors c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas passer sur tout parce que je manque de temps, mais globalement, je peux créer un nouveau state, un nouveau to-do state, en utilisant todo.switchList et en lui passant le nom de ma nouvelle liste. Donc là, dans mon exemple, c'était l'ILFP. Ouais, je montre juste. En gros, j'ai juste créé donc, une liste ici qui me permet de switcher et qui va appeler le change list. En gros, dès qu'on fait un appel get sur une liste, elle est créée. Ouais, je t'écoute. Let quelque chose, c'est immutable ou pas? Let quelque chose, oui. Oui, c'est. Alors, pour le coup, la réponse est facile. Il n'y a rien qui n'est pas immutable en L. Donc, du coup, oui. En fait, let in, c'est une construction qui dit juste je définis une variable new to do state ici qui sera disponible dans le in. Ça me permet juste. Je pourrais définir Toto. En fait, la raison de ce let in, c'est qu'une fonction Elm renvoie. Alors, contrairement à certains langages où ça renvoie la dernière instruction, une fonction Elm n'a qu'une seule instruction. Donc, elle renvoie forcément la seule chose qu'elle fait. Donc, le let in, ça permet donc de créer des variables intermédiaires, puisque l'instruction qui est renvoyée, c'est le let in, et dans le in, il n'y aura qu'une seule chose. Voilà. Donc si jamais, j'ai pas forcément le temps de tout vous montrer, mais j'utilise un truc en plus ici qui s'appelle select list.
c'est une liste qui a obligatoirement au moins un élément. C'est pour ça que dans mon init, je crée un singleton. Donc je crée une liste à un seul élément pour l'initialiser, qui contiendra juste default, et qui me permet dans ma vue de savoir laquelle est sélectionnée. Ce qui me permet de faire l'effet de couleur ici, pour savoir sur laquelle je suis. Et donc il y a forcément toujours au moins un élément dans la liste, et il y a moyen de tenir l'élément sélectionné. Voilà. Et la raison, juste pour vous montrer, mais pour ceux qui voudraient, MCSS, ça permet de rajouter du CSS en typesafe, en Helm. La raison pour laquelle je ne vous montre pas, c'est parce que sur cet écran-là, quand j'arrive au niveau du CSS, c'est un peu long. C'est un peu même trop long. Du coup, je ne peux pas trop vous montrer. Mais si vous voulez tester, c'est typesafe, il n'y a rien qui n'est pas utilisé. C'est forcément des PX ou des int, etc., etc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Oui. Je me demandais, là, pour les décodeurs de son, ça se peut que. Est-ce que tu dois gérer l'erreur, en fait, que si par exemple le serveur envoie des données que les décodeurs doivent gérer, ça peut prendre cher, en fait, dans les erreurs? Ouais. Donc, si je comprends bien la question, tu m'arrêtes, c'est qu'est-ce qui se passe si le JSON que je récupère, il ne correspond pas au décodeur? C'est ça? En fait, alors je vais partir sur un truc un peu plus simple. Le principe du HTTP, voilà. Quand je fais cette requête HTTP, le fait de lui passer un décodeur, ça sous-entend que le décodeur peut renvoyer une erreur ou un OK. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le decode string. Ça renvoyait ça renvoyait un résultat, donc soit OK, soit erreur. Dans le cas où le JSON qui en récupéré ne peut pas être décodé, ça renverra une erreur HTTP. Donc dans les erreurs HTTP, je ne sais plus le nom, mais il y a en gros un truc JSON error. Et autrement dit, je me retrouve à devoir gérer le cas d'erreur. Le JSON n'a pas pu être parsé. Oui. C'est une petite question, c'est pas quand tu fais du SSR, souvent tu mets un preload des données du coup. Ouais. Que Helm est exécuté que front, enfin un client. Comment tu viendrais justement. Ok, donc la question c'est si tu fais du server-side rendering, normalement on préload les données et on les envoie, donc typiquement en React on va créer toute une architecture, on va lui balancer un state initial. Helm pour l'instant est uniquement côté front, effectivement. Donc pour le moment tu peux pas faire quelque chose d'universel avec Helm. Ce que tu peux faire, c'est qu'en gros, quand tu vas définir quand tu vas initialiser ton application Helm, tu peux, là pour l'instant, le main que j'utilise, c'est un html.program. Il existe un html.program with flags. Et en gros, quand tu initialises ton composant Helm, tu peux lui passer un objet initial. Et du coup, tu pourrais, alors ce sera un petit peu moche, mais tu pourrais créer en JavaScript, au moment où tu lances ton Helm à la base, tu pourrais donc lui passer toutes tes données préchargées. Il faudrait juste que en gros, le init devient un petit peu plus compliqué, puisqu'il prend, là c'est juste une fonction qui renvoie une valeur. Là, ça devient une fonction qui, à partir des flags, renvoie un modèle et une commande. Autrement dit, dans tes flags, tu pourrais avoir une première liste de to-do que tu aurais potentiellement besoin de décoder. Oui. Le JSON encoder, il ressemble à un JSON value. Pour moi, le JSON, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi on a un type pour trouver le truc? Ouais. Alors, la question, c'est pourquoi le to-do encodeur ici, il renvoie un JSON encode.value. Puisque effectivement, le JSON c'est censé être une string, une belle string, donc pourquoi est-ce que c'est un type? C'est parce que le to-do encodeur, il est passé à http.jsonBody, qui lui prend le type json.encode.value et le convertit en string. Du coup, c'est parce qu'en fait, c'est une question
de séparation des concerns. Ouais, voilà, tout à fait. En gros, la conversion d'un type en string, c'est réservé au module HTTP, c'est pas réservé au module JSON. En gros, le module JSON, il permet de manipuler du JSON purement en Helm, c'est-à-dire de manipuler des types. C'est-à-dire qu'à partir de données JSON, tu vas pouvoir faire des choses dessus. Le module HTTP, lui, il va convertir ce type-là, puisqu'il peut faire des manipulations de type dessus, en quelque chose qui va être envoyé en HTTP. Mais c'est lui qui va s'en charger. Ça, c'est la première raison. La semi-vraie raison, c'est qu'en gros, en Helm, mais que pour la partie cœur, enfin la partie kernel, il y a des effets de bord qui vont être faits. Les effets de bord sont limités au moins de modules possible, et celui qui fait des effets de bord, c'est HTTP, c'est pas JSON. En gros, JSON, c'est un module qui est purement Helm, et du coup, qui va manipuler que du Helm, et donc que des types. Ça te va ? Ouais. Du coup, pour apporter un tout petit complément, il y a le fait que JSON.encode.value, si je dis pas de bêtises, c'est typé, mais derrière ça cache des valeurs JavaScript natives en fait dans l'implémentation. Ouais, donc effectivement. Parce que JavaScript, c'est implémenté en JSON. Ouais. Donc ouais, la précision, c'est que derrière JSON.encode.value, il y a des vrais types JavaScript qui permettent de convertir ça nativement, plus vite, etc. Mais l'un des buts avoués de Helm, c'est de compiler à terme sur autre chose que JavaScript. Du coup, le but, c'est de gérer le moins de natifs possible, et donc de ne pas se dire que je vais gérer directement une string, mais de dire que je vais gérer des types qui pourraient être convertis en autre chose.